5 ans après la fin du régime de ségrégation raciale, l'Afrique du Sud est confrontée à un véritable défi pédagogique, celui d'enseigner l'apartheid aux étudiants. Accusation d'atteinte aux droits humains de l'Union européenne contre le gouvernement camerounais, Yaoundé se défend au cours d'un point de presse. Puis les Comores ont été secoués ce mercredi par le cyclone tropical Kenneth. Aucune victime n'est à déplorer. Ravi de vous savoir, nombreux rendez-vous pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les professeurs d'histoire sud-africains se heurtent à un véritable défi pédagogique, celui d'enseigner l'apartheid à leurs étudiants. Il faut dire que 25 années après la fin du régime de ségrégation raciale, le sujet reste brûlant dans ce pays. Reportage. Un cours d'histoire dans une salle de classe sud-africaine. Mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, les lycéennes de la très chic école pour filles de Herschel, au Cap, parlent de l'apartheid. 46 années d'un régime qu'elles n'ont pas connu, mais dont elles ressentent encore le poids. Je me sens un peu coupable de ce qui s'est passé parfois. Je n'ai rien fait directement, mais en tant que pays. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas parce qu'on estime que le sujet est trop lourd. Mais c'est une discussion qui doit avoir lieu. L'enseignement de l'histoire est optionnel dans les lycées sud-africains. Il est laissé à l'initiative de chaque établissement. À une centaine de kilomètres de là, autre décor, autre cours d'histoire. On parle là aussi d'apartheid, mais ici, dans le township de Worcester, il est également question de ce qu'il en reste. À 500 mètres d'ici, vous avez un bidonville. Mais quand vous allez dans les quartiers blancs, vous ne voyez pas tout ça. Alors les élèves posent des questions. Pourquoi nous on vit comme ça et eux c'est différent? Donc il y a toujours cet héritage. Pendant 1 heure, le professeur Milton Changwa raconte son quotidien sous l'apartheid. Un récit qui trouve un écho dans le présent pour certains élèves. C'est plus soft maintenant parce que personne ne le dénonce ouvertement. Ce n'est pas rendu public si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut voir la vérité en face. Les Blancs sont toujours au-dessus des Noirs. Prenons l'exemple de l'économie. Combien d'entreprises appartiennent à des Noirs? Vous voyez ce que je veux dire? Le gouvernement a annoncé son intention de rendre l'enseignement de l'histoire obligatoire et d'en réviser le programme. Ce sera après les élections prévues le 8 mai dans le pays que Nelson Mandela rêvait de transformer en nation arc-en-ciel. On reste en Afrique du Sud où Julius Malema, chef du parti d'opposition de gauche combattant pour la liberté économique, a affirmé que son parti espère obtenir plus de 50% des voix aux élections du 8 mai prochain. Il a fait cette déclaration lors de sa campagne à Johannesburg. On l'écoute. We are hoping for 50% plus. Nous espérons plus de 50%. Vous ne pouvez pas entrer dans un ring de boxe pour perdre. Nous y allons pour gagner. Nous voulons gagner les élections et toutes les statistiques montrent que ce parti va choquer beaucoup de gens. La réponse des personnes âgées est celle qui nous choque le plus. Le vote des jeunes, cela va sans dire. Si vous allez à l'université, si vous allez au lycée, l'EFF est leur truc parce que l'EFF représente l'avenir. L'EFF va être le principal acteur de cette élection. Ce sont des élections historiques et c'est pourquoi ils sont allés ressusciter le président Thabo Mbeki parce qu'ils peuvent voir que ce sera difficile. Et s'ils avaient un moyen de se rendre à Konu, dans le village de Nelson Mandela, pour demander une intervention, ils feraient la même chose. Cette édition se poursuit au Sénégal. La réforme constitutionnelle souhaitée par le président Macky Sall se poursuit. Cette réforme va entraîner la suppression du poste de Premier ministre. Au reportage. Adopté en Conseil des ministres le 17 avril dernier, le projet de loi visant à modifier la Constitution
est désormais entre les mains des députés. Le test prévoit de supprimer toute mention du poste de Premier ministre et pourrait induire un fonctionnement inédit des institutions sur le modèle d'un régime présidentiel. Voulu par le président sénégalais Macky Sall, ce projet de loi va modifier près de 20 articles de la Constitution. Si la réforme est entérinée, le président ne pourra plus dissoudre l'Assemblée. Les députés ne pourront plus provoquer la démission du gouvernement. Macky Sall justifie cette réforme par la nécessité d'aller vite, son mandat étant passé de 7 à 5 ans. Dans un système sans Premier ministre, le chef de l'État aura de fait des pouvoirs élargis, nomination des ministres, proposition de loi, signature des décrets, instruction de l'administration et des pouvoirs exceptionnels, notamment, dit le test, si les institutions sont menacées. En Angola, 40 militants issus d'un mouvement indépendantiste du Cabinda ont été libérés après près de 3 mois de détention. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi leur avocat. Voici les détails. Seuls 40 des 51 militants arrêtés en Angola à cause d'une manifestation ont été acquittés et mis en liberté. En ce qui concerne les autres, ils continuent sans explication d'être détenus. Selon le mouvement indépendantiste du candidat, ces militants faisaient partie des quelques 70 militants interpellés fin janvier à Cabinda, en amont d'une manifestation qui devait commémorer le 1er février le traité reconnaissant l'autonomie du Cabinda, conclu il y a 134 ans. Une vingtaine d'entre eux avaient été libérés toujours en février. La majorité des 400 000 Cabindais vivent dans la pauvreté. Les ONG y dénoncent fréquemment des cas de torture et de violation des droits humains. Le Front de libération de l'esclavage de Cabinda y lutte depuis 40 ans, malgré un accord de paix signé en 2006 avec l'une de ses branches. Le gouvernement camerounais a tenu un point de presse suite aux accusations d'atteinte aux droits humains portées par le Parlement européen à son encontre. Pour Yaoundé, la résolution du Parlement européen dépeint la situation socio-politique au Cameroun en faisant abstraction de toutes les mesures idoines prises par les autorités face aux multiples enjeux sécuritaires auxquels le pays a dû faire face au cours de ces dernières années. Reportage. Après le Sénat et l'Assemblée nationale, le gouvernement camerounais, par la voix du ministre de la Communication et porte-parole, René Emmanuel Sadi, a réagi à son tour à la résolution 2019/2691 du Parlement européen sur différentes violations des droits de l'homme au pays de Paul Biya. Le gouvernement camerounais s'élève radicalement contre cette résolution du Parlement européen et exprime son indignation face à un acte empreint de partialité qui s'apparente à une kyrielle de contre-vérité, d'affirmations gratuites, de récriminations infondées et d'injonctions assorties de chantage. Au sujet de la discrimination entre francophones et anglophones, après avoir précisé le contexte qui a déclenché la crise, le porte-parole du gouvernement a rappelé que les revendications corporatistes des enseignants et des avocats ont trouvé satisfaction à ce jour, mettant un accent sur le processus de décentralisation en cours. Le gouvernement camerounais réaffirme que le Cameroun est et demeure un État souverain et de droit. Le gouvernement camerounais réaffirme que le Cameroun est et demeure un État souverain et de droit, et qu'il est de sa responsabilité de conduire le destin du Cameroun au mieux des intérêts de tous les Camerounais et dans le respect des valeurs fondamentales de la République. Dans la suite de sa communication, le ministre René Sadi a démontré point par point les idées reçues des Européens sur le Cameroun. André Banda Kani, président national du nouveau mouvement populaire, prend acte des constats, considérations, conclusions et recommandations du Parlement européen adressées au Parlement et au gouvernement de la République du Cameroun. Maintenant, les choses sont claires désormais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit l'Union européenne mettre sur le même pied d'égalité des terroristes, n'est-ce pas, avec une armée professionnelle dont les responsables sont connus, dont les différents éléments sont connus, et on les compare avec des gens qui tuent, violent et égorgent, disparaissent dans les brousses. Donc, c'est pour vous indiquer à quoi est-ce que nous avons
à faire. Alors que la majorité des politiciens du Cameroun pensent que la résolution de l'Union européenne va en droite ligne des préoccupations déjà exprimées et rendues publiques. Au Soudan, le Conseil militaire au pouvoir a annoncé un accord sur la plupart des exigences présentées par les leaders de la contestation lors d'une réunion ce mercredi. Laquelle réunion s'est achevée avec la démission de 3 membres de ce Conseil. Les discussions avancent entre les représentants du mouvement de contestation civile et le Conseil militaire de transition au Soudan. À l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce mercredi dans la soirée à la présidence, les militaires ont annoncé un accord avec la plupart des exigences des leaders de la contestation. L'un d'eux présent à la réunion, Ahmed Al-Rabia, a ajouté que les 2 parties avaient également convenu de former un conseil conjoint sans plus de détails. Quelques minutes après, dans un communiqué, le conseil militaire a annoncé la démission de 3 de ses membres, les lieutenants généraux Omar Zen Al-Abdin, Jalaluddin Al-Sheikh et Al-Tayeb Babikir. Ce conseil militaire de transition est au pouvoir au Soudan depuis le renversement par l'armée du président Omar El-Béchir le 11 avril dernier sous la pression de la rue. En dépit de discussions avec les dirigeants militaires sur un transfert de pouvoir à une autorité civile réclamé par la rue, une foule de manifestants maintient la pression ce jeudi à Khartoum pour la marche du million à l'appel des leaders de la contestation. Et pour la première fois, des juges devraient rejoindre les manifestants. Ils se mobilisent pour soutenir le changement et pour réclamer un système judiciaire indépendant, selon un communiqué diffusé ce mercredi par une association professionnelle de juges. Et pour finir, le cyclone tropical Kenneth qui s'est formé dans l'océan Indien a frappé l'archipel des Comores ce mercredi. Selon le responsable du COSEP, aucune victime n'est à déplorer. Reportage. Des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h ont été enregistrées ce mercredi sur l'archipel des Comores, où les établissements scolaires ont été fermés et les liaisons aériennes entre les îles ont été suspendues. Les vents violents qui ont précédé l'arrivée du cyclone Kenneth ont provoqué des éboulements de terrain et des inondations et coupé des routes aux Comores, selon le responsable du COSEP, le colonel Mouini Dao. Il précise que pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. De son côté, le ministre comorien de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a déclaré à l'issue d'une réunion avec le Centre des opérations de secours dans la capitale Moroni que le plus important est de garder son calme et de respecter les consignes. Ne sortez en aucun cas, écoutez attentivement les médias, débranchez vos appareils électriques, protégez vos ouvertures, a mis en garde le ministre de l'Intérieur. Kenneth, qui s'est transformé mercredi de tempête tropicale en cyclone tropical catégorie 3, pourrait encore s'intensifier et devenir ce jeudi un cyclone de catégorie 4, a prévenu l'Institut national de météorologie du Mozambique. Il est attendu ce jeudi en fin d'après-midi dans le nord du Mozambique, frontalier de la Tanzanie. Les fortes précipitations pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain dans les provinces mozambicaines du Cabo Delgado et de Nampula dans le nord, ont mis en garde les Nations Unies. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.